Comment l'Union européenne peut-elle devenir davantage souveraine sur le plan énergétique? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce grand angle. Après avoir rompu avec la Russie, risque-t-elle de devenir dépendante des États-Unis? Et puis, comment également accélérer la transition verte de l'UE? Toutes ces questions, on va les poser à nos invités avec tout d'abord Adina Revol. Bonsoir Adina, vous êtes professeure associée à Sciences Po Paris et puis vous venez de sortir Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen chez Odile Jacob. Alors là on est en plein dans le thème de ce grand angle et j'ai beaucoup de questions à vous poser. Et puis dans un instant, nous irons également à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient actuellement la COP29. Mais je commence avec vous, Dina Revol. Vous êtes originaire de Roumanie et vous avez vécu en 2009 la guerre autour du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Le point de départ de votre intérêt pour ce sujet de la géopolitique de l'énergie, il part de là? Oui, tout à fait, parce que la géopolitique de l'énergie peut paraître très peu concrète pour les citoyens européens. Or, moi, je l'ai vécu lorsque je vivais en Roumanie, donc en 2009. J'étais en vacances chez mes parents et j'ai vécu cette crise gazière russo-ukrainienne, que j'appelle d'ailleurs dans mon livre la guerre gazière russo-ukrainienne. Et in fine, en 2022, tous les citoyens européens ont vécu le chantage de Vladimir Poutine. Et c'est là que je me suis dit que ce livre, je dois le faire pour parler justement de la géopolitique de l'énergie qui est devenue très concrète pour tous les citoyens européens. Alors pourquoi je vous pose cette question? C'est parce que vous êtes une fine observatrice de ce qui se passe effectivement. Et pour vous, la géopolitique autour effectivement de ces matières énergétiques, elle est primordiale et cela explique beaucoup de choses de ce qui se passe actuellement dans le monde. Mais l'avenir de l'Union européenne aujourd'hui se joue autour de la question énergétique. Le prix de l'énergie, la géopolitique de l'énergie, tout est lié. La compétitivité future de notre industrie, c'est là que se joue notre avenir et notre quotidien d'ailleurs. Mais l'énergie, en fait, c'est dans l'ADN politique de la construction européenne parce que la construction européenne a commencé avec la communauté européenne du charbon et de l'acier. Donc en fait, le projet européen de paix et de prospérité a commencé avec l'énergie. Donc d'une certaine façon, on est aujourd'hui dans une nouvelle frontière de la construction européenne. On construit notre nouvel avenir européen sur la base de l'énergie. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que justement vous expliquez comment la Russie, justement, elle a utilisé l'énergie comme levier géopolitique pour affaiblir l'Union européenne ces 20 dernières années. Oui, tout à fait. Il y a eu les guerres gazières russo-ukrainiennes, donc 2006-2009, qui ont pris l'Union européenne en otage. Alors, il y a un narratif qui s'est beaucoup développé, c'est-à-dire la Russie a toujours été fiable, même pendant les périodes les pires de la guerre froide. Donc, pourquoi la Russie voudrait couper le robinet? Donc, il y a eu cette continuation de la dépendance envers la Russie, pour arriver en fait à une dépendance qui était d'une certaine façon mortifère. Je rappelle que 45% de nos importations venaient d'une seule source, la Russie. Parce qu'il faut le rappeler, hein, les chiffres ils sont éloquents. La Russie, c'est un poids lourd de l'énergie mondiale. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux chiffres pour qu'on comprenne bien le poids de la Russie dans le monde concernant ces énergies? La Russie est le poids lourd de l'énergie mondiale, mais par rapport à l'Union européenne, il faut comprendre que 45% de nos importations venaient, donc 150 milliards de mètres cubes de gaz venaient de Russie. Donc c'est énorme. Et on a réussi à se défaire de cette dépendance stratégique en très peu de temps. Et en fait, là, je rappelle juste que la décision de se défaire a été prise en France, à Versailles, mais en fait, c'était une telle dépendance difficile à s'en défaire que finalement, c'est Vladimir Poutine qui nous a aidés à nous défaire parce qu'il a coupé le robinet. Parce que Adina Revol, pour nos téléspectateurs qu'on comprenne bien, ça c'était effectivement avant la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine a tout changé. L'UE a décidé d'aller sur d'autres terrains. C'est bien cela? Alors, effectivement... 3 semaines après le début de la guerre en Ukraine, les chefs d'État se réunissent en France, à Versailles, et ils prennent une décision historique de se défaire du gaz russe. Sauf que c'est très difficile de se défaire de 150 milliards de mètres cubes de gaz en très peu de temps. Donc, ils se donnent un limite de temps jusqu'en 2027. Ils savent que ça va prendre du temps. Sauf que Vladimir Poutine, il coupe le robinet, d'abord au plus faible, à partir du mois d'avril 2022. Il coupe d'abord le robinet aux Bulgares, ensuite aux Polonais,
et même aux Français. Mais les Européens sont prêts parce que depuis 2014, ils ont investi de manière très stratégique dans environ 120 projets de gazoducs, des ports GNL en Europe pour assurer que la solidarité puisse se mettre en œuvre. Parce qu'en 2009, lorsqu'on a eu la guerre gazière, la solidarité n'a pas pu se mettre en œuvre parce qu'on n'avait pas d'infrastructure, on n'avait pas de solidarité européenne. Et depuis ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est que l'Union européenne s'est transformée en une union de l'énergie. C'est-à-dire que la Russie, qui a empêché la construction de l'union de l'énergie parce que les Européens étaient divisés, les Européens ont réussi à créer cette union de l'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'union de l'énergie? Ça veut dire qu'il y a des interconnexions de gazoducs entre la France et l'Allemagne, entre l'Autriche et la Hongrie, entre la Roumanie et la Bulgarie. Vous voyez, des choses, vraiment des liens très stratégiques qui permettent d'envoyer le gaz là où c'est nécessaire quand Vladimir Poutine coupe le robinet. Comment avait réagi justement Vladimir Poutine à l'époque lorsque l'UE a dit on n'a plus besoin du gaz russe ? Comment il avait réagi? C'est-à-dire que c'était une décision, c'est Vladimir Poutine qui a coupé le robinet, donc à partir du mois d'avril 2022, parce qu'il a commencé à faire un chantage aux Européens en demandant le paiement du contrat gazier en roubles, ce qui était contraire aux pratiques contractuelles. Et ce qui s'est passé, c'est que cette décision de Vladimir Poutine s'est tournée contre lui, parce qu'il pensait que les Européens allaient être divisés, mais non, les Européens ont été unis. Et puis même en 2023, Gazprom a fait des pertes. Gazprom, pour la première fois de l'histoire, a fait une perte de 6,3 milliards d'euros de pertes, puisque le marché, en fait, il n'a plus le marché captif européen. Et donc maintenant, il doit aller sur le marché mondial, où il fait la concurrence aussi avec les États-Unis. Donc là, concrètement, l'Europe, elle est désormais complètement indépendante de la Russie pour le gaz et pour d'autres matières, ou quel est le constat actuellement? Alors, la rupture avec le gaz russe est un fait. Maintenant, il faut le pérenniser. Il y a un plan européen qui a un nom très éloquent qui s'appelle Repower EU, donc donner de la puissance à nouveau à l'Union européenne. Il y a la diversification gazière, effectivement, mais il y a aussi l'accélération du pacte vert. Et là, il y a un enjeu essentiel parce que maintenant, il ne faut pas transformer une dépendance fossile en une dépendance verte envers des nouveaux pays comme la Chine, par exemple. On va voir, vous parler de la Chine, mais dans un instant, on va voir avec vous ce qui se passe avec les États-Unis, parce que la souveraineté, il faut la garder pour beaucoup d'observateurs et ne pas être dépendant des États-Unis. Mais avant cela, je vous propose, je vous parlais justement de la transition écologique et de tout ce qui est au niveau de l'écologie en Europe. Je vous propose qu'on aille à Bakou, en Azerbaïdjan, où se tient la COP29, retrouver Chiara Martinelli. Vous faites partie du réseau Action Climat Europe. Merci d'être avec nous dans 64 minutes, Chiara Martinelli. Comment, selon vous, l'UE peut accélérer, dans le contexte que l'on vient d'expliquer avec Adina Revol, sa transition écologique et sa sécurité énergétique? Oui, bonsoir. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas un autre choix. C'est-à-dire que l'Union européenne n'a pas de choix de revenir en arrière par rapport au pacte vert, mais au contraire d'accélérer ce que sont les objectifs du pacte vert et de les améliorer aussi. Donc, ce qu'on envisage pour continuer et renforcer et accélérer la transition écologique et énergétique en Europe, je dirais qu'il faut tout d'abord mettre au sein ce qui vient d'être mentionné, Repower EU, qui prévoit aussi une accélération des énergies renouvelables. Donc, on a comme société civile l'objectif de 100% énergie renouvelable pour l'Europe en 2040. On sait que ça, c'est possible et c'est ça qu'on veut voir comme priorité dans les prochains mois et les prochaines années pour l'Union européenne. Évidemment, ça, c'est un plan qui doit être bien planifié, tenir encore en compte plusieurs éléments. Et il faut aussi que ce soit un plan qui est très clair par rapport à la sortie de l'Union européenne et de tous les États membres de l'énergie fossile. Et là, ce qu'on demande comme société civile, c'est vraiment que l'Union européenne, dans cette nouvelle démarche dans laquelle elle se prépare, puisse mettre des dates concrètes par rapport à la sortie de l'énergie fossile en Europe. Et Chiara Martinelli, je voudrais aussi souligner qu'il n'y a pas de choix par rapport... Ouais. Alors, Chiara Martinelli, je voudrais qu'on soit concret. Dans les prochaines années, qu'est-ce qu'il faut faire pour justement
accélérer cette transition énergétique selon vous? Et qu'est-ce que vous réclamez, notamment lors de cette COP29? Accent sur les renouvelables, ressources qui vont dans le sens de l'accélération des renouvelables et pas dans de nouveaux projets sur l'énergie fossile, mais aussi un accent sur la transformation industrielle, c'est-à-dire soutenir et faire en sorte qu'il y ait des politiques claires pour que l'industrie en Europe puisse aller vers la décarbonisation, mais aussi avec des conditions et des critères environnementaux et sociaux qui puissent faire en sorte que tous les acteurs de la transition énergétique sont soutenus aussi au niveau financier par les fonds européens pour faire en sorte que cette transformation industrielle ait un bon résultat. Merci beaucoup pour votre éclairage, Clara Martinelli. Je vous rappelle que vous êtes directrice du réseau Action Climat Europe. C'était très intéressant, Adina Revol, ce que nous disait Clara Martinelli. On y croit à cet objectif qui est fixé pour cette transition énergétique en Europe, selon vous? Mais c'était l'objectif du plan REPowerEU. Il y a 3 piliers. Il y a un pilier de diversification, mais en gros, rompre avec la Russie, rompre avec le gaz russe, mais il faut rompre avec le gaz pour assurer une autonomie stratégique. Et donc, pour rompre avec le gaz, il faut renforcer justement d'abord notre demande, c'est-à-dire qu'il faut consommer moins. Et pendant la crise énergétique, on a réussi à consommer moins. Donc, ça, c'est déjà le deuxième pilier de REPowerEU. Le troisième pilier, c'est plus de renouvelables. Et on vient de rajouter également une ambition en termes de petits réacteurs nucléaires, puisque c'est la nouvelle frontière en termes de technologie nucléaire. En gros, on a une bataille technologique qui va se jouer sur une vingtaine de technologies vertes qui vont assurer notre autonomie stratégique à l'horizon 2050. Et l'Union européenne, c'est un continent qui se donnait comme ambition de devenir le premier continent climatiquement neutre en 2050. Maintenant, la question, c'est comment financer tout ça. Ça a été d'une certaine façon dit par... Oui, la question de l'argent, vous le dites. La question de l'argent, il y a bien sûr l'argent public, mais il sert de levier pour l'investissement privé. Et là, on touche au nerf de la guerre. C'est ce qu'on appelle l'union de marché des capitaux qui manque dans l'Union européenne. On n'a pas de marché capital risque et ce qu'il faut mettre en œuvre très rapidement. Adina Revol, je suis obligé de vous poser la question parce que c'est l'actualité. L'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, est-ce qu'elle va changer quelque chose pour l'Union européenne sur ce terrain de l'énergie? Ursula von der Leyen, elle veut du gaz américain, a-t-elle dit il y a quelques jours? L'arrivée du Donald Trump pourrait avoir un effet bénéfique sur les prix puisqu'il veut avoir plus de GNL américains sur les marchés mondiaux. Donc, du fait de l'offre que la demande, il peut y avoir effectivement un effet positif sur les prix. Mais n'oublions pas l'impact sur l'autonomie stratégique. Donc, gardons en tête le plan REPowerEU. Sortons du GNL russe parce qu'on importe encore un peu de GNL russe et c'est la volonté de la présidente de la Commission d'en sortir de ce GNL russe en diversifiquant. On pourrait être dépendant du gaz américain désormais, et maintenant qu'on a passé le gaz russe, ou pas? Alors, il faut savoir que les Américains, ils n'ont jamais utilisé le gaz comme arme politique. C'est la différence entre contrairement à la Russie. Contrairement à la Russie. La Russie a utilisé depuis 2006 le gaz comme arme géopolitique. Le plan REPowerEU et la diversification stratégique de l'Union européenne, c'est de diviser le risque et de s'engager avec des partenaires de confiance. Les États-Unis en font partie, la Norvège par exemple. Après, bien entendu, il faut faire en sorte que l'énergie soit faite en Europe. L'énergie soit made in Europe. Et ce sera le mot de conclusion. L'énergie doit être faite en Europe. Merci beaucoup, Adina Revol, pour votre venue sur le plateau du 64 minutes et pour